Nous sommes aujourd'hui avec Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors on en parlait en première partie, l'armée israélienne a libéré 4 otages israéliens dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza. 4 otages ramenés à la maison sains et saufs. On va écouter pour commencer une réaction israélienne et on commente juste après. Au début, nous avions peur d'y croire. Et puis à midi, nous avons vu les premières images des otages libérés. Nous étions ravis, nous étions très excités. Nous avons pleuré. Et pour la première fois en 8 mois, 246 jours, nous avons pleuré de joie pour la première fois en 8 mois. Car jusque-là, nous n'avions vu que des otages revenir morts. Richard, ces libérations de 4 otages, elles marquent un tournant symbolique dans ces 8 mois de guerre. Ce qui est certain, c'est qu'elle marque un point pour Benyamin Netanyahou, qui est, comme vous le savez, très critiqué pour ne pas assez s'occuper du sort des otages et pour mener cette guerre au détriment des otages. Donc le fait d'en avoir libéré 4 à l'issue d'une opération militaire dont on ne comprend pas très bien si elle était destinée à libérer les otages ou si la libération est intervenue pendant cette opération, toujours est-il que le gouvernement israélien peut revendiquer d'avoir libéré les siens, 4 personnes, dont cette jeune femme très médiatique. Vous vous souvenez qu'elle avait fait la couverture notamment de Paris Match, je crois, tout à fait, et d'autres organes qu'on avait vu au Nova Festival. Voilà, donc incontestablement, c'est un élément important. Après, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelles ont été les conditions de cet assaut qui semble avoir fait quand même, selon le Hamas, beaucoup de morts. Et le Hamas parle de 274 morts. Donc il faudrait revenir sur les conditions et puis ensuite savoir quelles vont être les conséquences sur les otages restants. Il y en a quand même encore à peu près une centaine. Et ce que vont dire ces otages-là sur la manière dont ils ont été détenus, transportés, tout ça va sûrement faire surface et va nous donner beaucoup d'indications sur, au fond, ce qui s'est déroulé depuis le 7 octobre. On imagine que ça peut aussi pousser le Hamas à peut-être renforcer la surveillance des autres otages. Alors c'est difficile à dire parce que de toute manière, encore une fois, moi je ne sais pas, je n'ai rien lu sur leurs conditions de détention. Étaient-ils dans un camp de réfugiés camouflé dans la population? Étaient-ils dans des souterrains? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut renforcer la surveillance? De toute manière, le Hamas sait bien qu'aujourd'hui les otages sont un de ses derniers boucliers contre une offensive totale d'Israël. Donc j'imagine que la surveillance de ces otages est déjà maximale et que s'ils ont été libérés dans ces conditions militaires, c'est précisément parce qu'arriver jusqu'à eux, c'était difficile. En tout cas, ces libérations, elles arrivent au moment où Joe Biden, le président américain, insiste pour qu'une feuille de route soit mise sur pied. On va voir dans un instant des images qui montrent ces manifestants pro-palestiniens qui se sont rassemblés par milliers. Hier, près de la Maison-Blanche à Washington, ils ont tracé une ligne rouge humaine pour dénoncer les tergiversations du président américain. Voilà, on le voit sur ces images. On va écouter tout de suite l'une de ces manifestantes. Je suis ici parce que je pense que tuer des civils et des non-combattants, en particulier des enfants, est moralement répréhensible. Et franchement, cela me dégoûte que l'argent de mes impôts finance ça. Et en tant que descendante de peuples opprimés et occupés, cela me touche aussi personnellement. Vous savez, nous ne cessons de voir cela. Et cette fois-ci, de mon vivant. Et ce genre de choses se produit. Et j'ai envie de dire, non, je ne peux pas laisser faire. Absolument pas. Le président américain Joe Biden, est-ce qu'il ne se retrouve pas un petit peu piégé aujourd'hui par son soutien inconditionnel à l'État israélien? Alors, piégé, je n'utiliserai peut-être pas ce terme, je dirais qu'il a le dos au mur, c'est évident, puisque son soutien à Israël, il est, comme vous l'avez dit, inconditionnel, même s'il essaye quand même de tordre le bras à Benyamin Netanyahou pour obtenir un cessez-le-feu, mais pour l'instant, les États-Unis n'ont pas cessé de livrer les armes, ce qui serait véritablement le verrou absolu ou le signe qu'il y a un lâchage de la part de Washington. Donc il est le dos au mur parce que toute une partie de son camp, le camp démocrate et notamment la jeunesse, on le voit, ne lui pardonne pas ce soutien à Israël. Lui-même est tiraillé parce qu'à titre personnel, toute sa carrière, il a été un fervent soutien de l'État hébreu. Donc c'est une remise en cause et il se sent sans doute trahi par Netanyahou qui, au fond, en réalité, joue la montre et espère que Trump arrivera à la présidence en novembre. Donc oui, vous avez raison, c'est extrêmement difficile. Maintenant, il faut quand même avoir 2 facteurs en tête. D'abord que cette gauche du Parti démocrate, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle est prête, finalement, à jouer le jeu du retour de Trump au pouvoir? Parce que ne pas voter Biden, il y a des candidats indépendants, on parle de Robert Kennedy notamment, mais
ça veut dire que c'est faire le jeu de Trump. Donc tous ces gens, est-ce qu'ils vont, in fine, vouloir faire le jeu de Trump? Première question. Et deuxième question, il peut se passer quand même des choses dans les 6 mois à venir. Et si Joe Biden devait, par exemple, pendant l'été, obtenir une véritable concession d'Israël, à ce moment-là, ça le remettrait en selle. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ça veut dire que quand même, ce conflit dans la bande de Gaza, il a une incidence sur la présidentielle, en tout cas la campagne pour la présidentielle américaine de novembre. Évidemment, vous avez vu le spectacle, je crois qu'on l'avait commenté ici, des universités américaines, des assauts donnés par la police sur les campus. Quand vous parlez de manifestations sur les campus américains, ça résonne. C'est le Vietnam, c'est la grande mobilisation des années 70. C'est-à-dire, c'est tout un passif qui remonte à la surface. Et rappelons quand même, pour le coup, faisons l'analogie, que les manifestations pour le Vietnam des années 60, eh bien, elles avaient emmené Richard Nixon, républicain, au pouvoir par un mouvement de réaction. Donc il y a quand même ce danger. Plus les campus sont en feu, plus une partie de l'Amérique, celle qui n'est pas dans les campus, l'Amérique rurale, l'Amérique des classes populaires et moyennes, se dit il vaut mieux renvoyer Donald Trump à la Maison-Blanche. Et alors sur le plan diplomatique, justement le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu la semaine prochaine en Israël, en Égypte, au Qatar et en Jordanie. Il va essayer de promouvoir une proposition de cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose de cette visite? Il y a beaucoup d'agitation diplomatique, en tout cas de déplacements diplomatiques dans la région depuis des mois. Et on sent que les tentatives de cesser le feu piétinent. Je crois que Blinken, on en parle quasiment toutes les semaines. Il vit dans son avion et il cherche par tous les moyens d'obtenir un cessez-le-feu. La réalité, c'est que pour l'instant, il ne l'a pas obtenu. Et ça nous ramène à l'histoire des otages. Est-ce que Benyamin Netanyahou va en quelque sorte être plus attentif aux demandes de cessez-le-feu parce qu'il a libéré des otages et parce qu'il a une sorte de répit politique, ou le contraire? Et moi, j'aurais plutôt tendance à craindre le contraire, c'est-à-dire comme il a rassuré l'opinion publique israélienne sur le thème « je fais toujours attention aux otages, je suis prêt à mener des assauts pour les libérer, mais laissez-moi mener la guerre ». Donc il y a quand même toujours ce risque que Benyamin Netanyahou poursuive la guerre. Pourquoi? On le sait. Parce que c'est aussi son intérêt personnel. Tant que la guerre a lieu, c'est sa survie politique et c'est la survie politique de son camp. Alors pendant ce temps-là, Joe Biden achève lui sa visite d'État en France. Quel bilan globalement est-ce qu'on peut tirer de cette visite d'État qui a été la plus longue d'ailleurs de l'année? D'abord, il n'a pas fait de gaffe. D'abord, il n'a pas trébuché, pardonnez-moi de le dire, mais c'est un peu ce que tout le monde a en tête quand Joe Biden se déplace. Est-ce qu'il va confondre telle ou telle chose ou est-ce qu'il va trébucher? Bien non. Joe Biden qui a 81 ans, on le rappelle. Absolument, et qui est né en novembre 1942, donc avant le D-Day, le débarquement du 6 juin 1944. Moi, j'ai été frappé par deux choses. J'ai été frappé d'abord par son éloquence en Normandie. Les deux discours qu'il a fait à Omaha Beach et à la Pointe du Hoc sur le thème du monde libre, de la défense contre les tyrans, c'est le mot qu'il a employé. J'ai trouvé que c'était des discours fort, bien mené, d'une voix ferme. Il s'est vraiment comporté comme le chef du monde libre qu'il veut être parce que c'est sa rhétorique depuis le début, c'est d'être le leader des démocraties et le leader du monde libre. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est côté français, pas du tout côté politique, côté populaire. J'étais en Normandie le week-end qui a précédé les commémorations et c'est cet élan de sympathie, de nostalgie américaine. On aime les Américains, on se souvient qu'ils ont libéré l'Europe et ça fait du bien dans un pays, la France, qui a tendance à souvent flirter avec l'anti-américanisme primaire. Eh bien, on voit que l'histoire, ça marque et qu'il y a quand même toute une partie de la population qui garde en tête la nécessité d'une alliance transatlantique forte. Et alors justement, Richard, sur Blick, vous avez écrit cette semaine un article intitulé « 5 raisons de nuancer le culte du D-Day, libérateur de l'Europe ». Pourquoi, selon vous, Richard, ce culte du débarquement libérateur mérite quelques nuances à la fois historiques et politiques? D'abord parce que, et ça a été dit, mais s'il n'y avait pas eu la poussée sur le front de l'Est et le désastre militaire allemand sur le front de l'Est face à la Russie, ça aurait été beaucoup plus difficile de prendre pied sur les plages normandes et peut-être d'ailleurs les Alliés auraient-ils renoncé. Donc d'abord, c'était un mouvement de tenaille avec l'armée rouge d'un côté et les Alliés de l'autre, il faut toujours le rappeler. Et ensuite, le D-Day, d'ailleurs ça aussi, Emmanuel Macron a tenu à le souligner, ça a été des dommages considérables infligés aux populations civiles françaises parce que les bombardiers alliés, ils n'ont pas fait de détails, ils ont aplati tous les centres névralgiques des défenses allemandes, notamment la ville de Saint-Lô. Donc je crois que ça aussi, il faut s'en souvenir. Donc le D-Day, c'est clairement le moment où la liberté reprend pied sur le continent européen, mais c'est aussi un moment d'immense sacrifice. Et donc, on ne peut pas simplement voir l'aspect libérateur, il faut aussi voir le prix que tout le monde a payé. Il n'y a rien de plus difficile
que de faire partir une armée d'occupation. Et quand je dis ça, je pense évidemment à ce qui se passe en Ukraine. Alors justement, vous parlez du prix à payer, vous évoquiez l'armée rouge, hein, vous dites effectivement, vous rappelez à juste titre dans votre article que les millions de morts russes furent la condition stratégique du succès de ce D-Day. Les Occidentaux ont-ils, dans cette perspective historique, eu tort d'exclure Vladimir Poutine de ces cérémonies ? Je ne le crois pas parce que c'était impossible d'avoir Vladimir Poutine. Vous savez que François Hollande l'avait fait en 2014. Il y a 10 ans, Vladimir Poutine était à la cérémonie qui avait eu lieu à Ouistreham et c'était quelques mois après l'annexion de la Crimée. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à ce format Normandie des négociations, vous savez, qui ont suivi et qui malheureusement ont échoué puisqu'à la fin, Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. C'était impossible d'avoir Poutine. Je poserai la question autrement. Fallait-il avoir... Ça aurait pu être l'occasion de négociations peut-être. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, parce que ce moment était un moment d'hommage à la liberté, d'hommage au sacrifice contre l'oppression, contre une puissance qui en a annexé une autre. Donc non, ça ne pouvait pas être lieu, à mon avis, d'avoir Vladimir Poutine et encore moins de discuter avec lui, parce qu'il personnifie ce pourquoi le D-Day a eu lieu à 80 années d'écart. La question qu'on peut se poser, politiquement, sereinement, c'est est-ce qu'il était légitime, logique d'inviter Volodymyr Zelensky ? C'est Emmanuel Macron qui a choisi de le faire et le lendemain, le 7 juin, Volodymyr Zelensky était à Paris en visite et il s'est exprimé devant l'Assemblée nationale. Mais après tout, les Ukrainiens étaient partie de l'armée soviétique de l'époque, de l'armée rouge, mais ils ne la représentaient pas pour autant. Et rappelons quand même qu'il y avait pas mal d'Ukrainiens, comme d'autres populations de l'ex-URSS, qui étaient sous uniforme de la Wehrmacht, c'est-à-dire sous uniforme allemand à l'époque, parce qu'ils avaient été raflés, c'était des malgré nous, pendant les campagnes nazies en Europe de l'Est. Donc voilà, la question aurait pu se poser, elle mérite d'être débattue, mais c'est fait, il était là, Volodymyr Zelensky. Tout s'est bien passé, donc je crois qu'il faut savoir tourner la page. Volodymyr Zelensky était l'un des invités d'honneur de ces cérémonies. On en a assez peu ou pas parlé sur TV5 Monde aussi, c'est cette bourde de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui a écourté sa visite en Normandie. Il n'a pas participé à la cérémonie internationale commémorant le débarquement avec donc les autres chefs d'État. Il est retourné à Londres pour donner une interview. Ça, c'est une faute politique grave. Oui, incontestablement. D'autant qu'il est en campagne, que le Parti conservateur est en très mauvaise posture dans les sondages face aux travaillistes. Et retourner à Londres pour donner une interview qui en plus n'était pas en direct, qui n'a même pas été diffusée, je crois qu'elle l'a été, elle va l'être lundi ou mardi, c'est clairement de la part de Rishi Sunak un égarement. Et ça prouve que son entourage, parce que quand même il y a des gens autour de lui qui devaient lui donner des conseils, l'a très mal conseillé, et donc ça donne l'impression d'un parti conservateur qui est à la dérive et qui depuis le Brexit n'a jamais réussi à retrouver un sillage de stabilité. Et encore une fois, sauf énorme surprise, ce parti conservateur va être littéralement balayé aux élections du 4 juillet, parce que maintenant il est pris en tenaille entre d'un côté le Labour, c'est les travaillistes, mais aussi ce nouveau parti créé par Nigel Farage, vous vous souvenez, l'artisan du Brexit, qui s'appelle Reform UK. Et donc il y a une opposition à droite, l'opposition à gauche et centriste avec les libéraux démocrates. Ça pourrait être très dur, ce moment à passer pour les conservateurs. Très dur pour les conservateurs. En tout cas, il s'est excusé sur le réseau social X et il a dit... Après réflexion, c'était une erreur de ne pas rester en France plus longtemps et je m'en excuse. Est-ce que ces excuses peuvent calmer la tempête ? Écoutez, franchement, je ne crois pas, parce que là, on ne lui demande pas de s'excuser, on ne lui demande de ne pas faire de fautes, d'autant que là, c'était tout à fait anticipé. C'est pas, il y a des moments où vous pouvez faire des fautes d'évaluation dans une crise, dans une urgence. Là, ça n'avait rien d'une urgence. Tout le monde connaissait la date, le programme des cérémonies. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est juste une vraie faute politique. À l'égard aussi de ses alliés. Et puis par ailleurs, quand même, il a permis à David Cameron, l'un de ses prédécesseurs, d'être sur la photo, puisqu'en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui était à côté de Joe Biden, Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Ça aussi, c'est une très grosse faute politique pour un Premier ministre britannique. Une photo qui restera en tout cas peut-être dans l'histoire. Est-ce que ça lui a été reproché par les différents chefs d'État, chefs de gouvernement, responsables politiques occidentaux qui étaient présents sur cette photo de famille ? Je ne sais pas s'il y a eu des reproches, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ils ont dû eux aussi juger que c'était vraiment malvenu et que ça prouve que Rishi Sunak n'est pas un animal politique qu'il prétend être.
Merci beaucoup, Richard Verly, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vos éclairages, vos analyses et éclairages historiques. Je rappelle que vous travaillez aux médias suisses Blick et à très bientôt sur le plateau du 64.